Et dis donc Claire, je viens de passer sur la place de la Concorde, et en voyant l'obélisque, je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on a calculé la circonférence de la Terre. Tu sais bien l'histoire du grec à Alexandrie. Alexandrie, Tiphaine? Oh, c'est vraiment loin l'Égypte. Mais t'as raison, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Tant de philosophes grecs ont travaillé là-dessus. Allez Marcel, démarre le canon. Au musée d'Alexandrie, fondé par Ptolémée en 300 avant Jésus-Christ. C'est en fait le successeur d'Alexandre le Grand, et il a fait d'Alexandrie le pôle scientifique et littéraire du monde grec. Ici, musée signifie maison des muses, et c'est pourquoi tous les savants du monde venaient y faire leurs recherches. On parle plus couramment de bibliothèque d'Alexandrie, mais au début c'était qu'une annexe du musée. Mais elle rassemblait tellement de volumes. Tu te rends compte, Claire? 50 000 ouvrages au milieu du IIIe siècle. Eh ben dis donc, il a dû en falloir des philosophes pour écrire tout ça. Alors, pendant que Tiphaine visite les merveilles d'Alexandrie, nous allons nous pencher sur les découvertes des différents philosophes. Il y a tout d'abord Pythagore, qui a vécu entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Pythagore, tout le monde le connaît pour son théorème, mais il n'a pas fait que ça. C'est lui le premier philosophe à avoir affirmé que la Terre était ronde. Il travaillait dans une sorte de secte secrète, à la fois politique, scientifique et religieuse. Puis il y a eu Platon, qui a vécu entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Platon a admis l'idée de Pythagore. Il a ajouté cependant que la Terre était très grande et immobile au centre du monde, mais il ne savait pas encore qu'il se trompait. Puis vers la fin de l'Antiquité, tous les grands hommes de cette époque admettent désormais l'idée d'une Terre sphérique. Eh Claire, tu savais qu'Aristote de Stagir était l'élève de Platon? Ce philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ a prouvé par des arguments physiques la rotondité de la Terre. Et oui, en observant l'ombre de la Terre portée sur la Lune lors des éclipses, il se rend compte que celle-ci est circulaire. Il en déduit donc que la Terre est ronde. Et grâce à des calculs, il détermine la circonférence terrestre à 400 000 stades, ce qui fait pour nous entre 58 800 et 76 800 km. C'est l'estimation la plus ancienne que l'on connaît, même si elle se révèle fausse par la suite. Quand même, il a drôlement bien fait avancer la science, cet Aristote. Eh oui, c'est vrai. Mais intéressons-nous maintenant à Ératosthène de Cyrène. Il a vécu pendant le 3e siècle avant Jésus-Christ. Ce savant grec étudie à Athènes. Il est à la fois astronome, géographe, mathématicien, philosophe, bref, il aime découvrir le monde. Il dirige également la grande bibliothèque d'Alexandrie où nous avons laissé Tiphaine. Et d'ailleurs, Tiphaine, t'as pas entendu parler d'Ératosthène là où tu es? Bah plutôt oui. C'est lui qui évalue, à partir de la distance entre Alexandrie et Sienne, actuellement à Soulan, la circonférence terrestre à 250 000 stades, ce qui équivaut pour nous entre 37 000 et 48 000 km. La valeur que l'on calcule actuellement est de 40 070 km. T'as vu? Pas mal la précision des résultats pour l'époque. C'est en effet très précis, mais nous reviendrons plus tard sur les calculs de ce génie. Je voudrais juste vous donner quelques informations concernant Ptolémée. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec celui dont nous a parlé Tiphaine. Cet astronome et astrologue grec a vécu à Alexandrie entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. C'est lui qui a établi les latitudes et les longitudes de la Terre. Il faut absolument que je te reparle d'Ératosthène. Parce que bon, à son époque, tout le monde sait que la Terre est ronde. Mais personne n'a encore réussi à calculer précisément sa circonférence. Alors, on envisage plusieurs possibilités. La première, ce serait de faire le tour de la Terre et de mesurer la distance parcourue. Mais ça, c'est impossible. Alors, on essaie de trouver d'autres idées. Au lieu de mesurer la circonférence terrestre en entier, on pourrait déjà mesurer une fraction de circonférence. Pour cela, il faudrait tendre un fil à plomb
à la verticale d'une ville, puis d'en tendre un autre à la verticale d'une autre ville, et de mesurer l'angle entre les deux fils. Attends Tiffaine, tu vas trop vite. Tu n'expliques même pas ce que c'est qu'une verticale. Prenons par exemple, c'est le centre de la Terre. Nous allons y placer deux villes. Voici Sienne, et voilà Alexandrie. La verticale est la droite qui joint une ville au centre de la Terre. Imaginez un fil à plomb. Un fil à plomb, c'est très simple, tout le monde peut en fabriquer un chez soi. Il suffit d'attacher à une ficelle un objet lourd, comme un cadenas ou un trousseau de clés. Le fil à plomb, tenu dans cette direction, prendra toujours la verticale du lieu où il se trouve. Pour en revenir à l'idée de Tiffaine, il suffirait de placer un fil à plomb dans la ville d'Alexandrie, d'en tendre un autre dans la ville de Sienne et de mesurer l'angle entre ces deux fils à plomb. Mais cela, c'est matériellement impossible, car les deux villes sont distantes de plusieurs centaines de kilomètres. Alors Tiffaine, est-ce que tu sais comment Ératosthène a fait? Mais oui, regarde. Bon, Ératosthène sait que les deux méthodes qu'on vient d'évoquer sont impossibles. Alors, il tente une autre approche. Et c'est là qu'il a de la chance. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues de Sienne, il remarque quelque chose d'anormal. C'était dans le puits. Bon, il se penche au-dessus. Et tu sais ce qu'il voit? Que les rayons du soleil pénètrent tout au fond. C'est bizarre quand même. Il commence à se poser des questions. Et là, il se rend compte qu'on est le jour du solstice d'été à midi pile. Mais dis donc, Claire, ça nous avance à quoi tout ça? Eh oh! Dans l'absolu, à rien. C'est après que ça devient intéressant. Si, lorsqu'il est midi à Sienne, le jour du solstice d'été, les rayons pénètrent au plus profond du puits, c'est donc que les rayons du soleil correspondent à la verticale de la ville de Sienne à ce moment-là. Mais cela ne suffit pas à Ératosthène pour établir son raisonnement. Il suppose que les rayons du soleil arrivent parallèlement sur la Terre, car le soleil est situé très loin de la Terre. Ainsi, les rayons ont la même direction à Sienne qu'à Alexandrie. Regarde, Claire, je suis à l'observatoire d'Alexandrie. C'est ici qu'Ératosthène a établi et vérifié ses mesures. Pour calculer la circonférence de la Terre, il doit tout d'abord mesurer l'angle entre la verticale de Sienne et celle d'Alexandrie. Pour cela, il décide de se rendre à Alexandrie l'année suivante, au moment du solstice d'été. Mais il y a toujours un problème. Comment Ératosthène peut-il savoir qu'il est midi à Sienne alors qu'il sera à Alexandrie? Tu vas voir, c'est très simple. Le Nil coule du sud vers le nord. Or, Alexandrie est au nord de Sienne. Les deux villes sont donc situées dans le même axe. Ainsi, il est à peu près la même heure aux deux endroits. Alors, reprenons Ératosthène là où nous l'avons laissé l'an dernier. Il était à Sienne. L'année suivante, il va à l'obélisque d'Alexandrie. Alexandrie, située en Égypte. Ératosthène sait que l'obélisque mesure environ 20 mètres. Nous allons modéliser son calcul à l'aide de lettres. Prenons la distance AB, qui représente la hauteur de l'obélisque d'Alexandrie. Ératosthène mesure très facilement la distance AC, qui, elle, correspond à la longueur de l'ombre portée par l'obélisque sur la Terre. Pour achever son calcul, il ne lui reste plus qu'à trouver la longueur BC. Mais ça, c'est très simple. Il utilise le théorème de Pythagore que nous avons évoqué précédemment. En se plaçant dans le triangle ABC, rectangle en A. Rectangle. Pourquoi? Car l'obélisque à Alexandrie est toujours à la verticale du lieu. En se plaçant dans ce triangle, il trouve la longueur BC et connaît ainsi la longueur des trois côtés de son triangle. Mais attends, c'est pas fini! Qu'est-ce que tu nous amènes? Regarde ce que j'ai trouvé à l'observatoire. C'est un livre qui explique comment Ératosthène a terminé son calcul. Alors explique-nous ça là-dessus. Bon, Ératosthène connaît les longueurs du triangle ABC. Mais il lui manque quand même un angle. Oui. Pour le calculer, il utilise la trigonométrie. En se servant du sinus de ABC, il trouve sa valeur, qui équivaut à 1/50e de tour. Et si on observe bien le schéma, on remarque que l'angle alpha est opposé par le sommet à l'angle ABC. Ils ont donc la même mesure. Et c'est pas tout, les rayons du soleil arrivent parallèlement sur la Terre. L'angle alpha et l'angle ATS sont donc correspondants.
ils ont la même mesure. Ératosthène a fini par trouver l'angle entre la verticale à Alexandrie et celle de Sienne. Mais il lui manque cependant une donnée pour achever son calcul. C'est la distance entre Alexandrie et Sienne. Mais celle-là, les Égyptiens l'ont déjà calculée auparavant, elle est de 5000 stades. Et regarde ce qu'Ératosthène a utilisé pour vérifier ses calculs. C'est un cadran solaire. Non, c'est un gnomon. Bon, en fait, c'est un peu la même chose, mais c'est beaucoup plus primitif. En modélisant l'obélisque et l'ombre projetée sur le sol, il a pu vérifier toutes les mesures qu'il a prises. Et maintenant, je te termine le calcul. C'est simple, c'est un rapport de proportionnalité. Si un cinquantième de tour vaut 5000 stades, alors un tour entier équivaut à 50 fois plus, c'est-à-dire 250 000 stades. Et dis-moi Claire, tu sais pas combien ça fait un kilomètre? Eh bien ça, j'ai recherché tout à l'heure les correspondances. Si on suppose qu'il a utilisé le stade égyptien qui équivaut à 157,5 mètres, 250 000 stades valent donc 39 400 km. C'est quand même un résultat très précis pour l'époque. Ératosthène est donc le tout premier homme à avoir calculé précisément la circonférence de la Terre. C'était un vrai génie. Ah oui. Par contre, la fin est beaucoup moins drôle. Regarde. Devenu aveugle, Ératosthène se laissa mourir de faim parce qu'il ne pouvait plus observer le ciel étoilé. Ah ouais, c'est vraiment triste. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là. Allez viens, on va au Portugal. Au Portugal, Tiphaine? Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Allez, on va à Porto Santo, on va voir Christophe Colomb et Magellan. Allez Marcel, le Portugal, démarre le camion. Me voilà maintenant sur l'île de Porto Santo. Christophe Colomb y a vécu pendant quelques années. Colomb, tout le monde le connaît, car c'est à lui qu'on attribue la découverte de l'Amérique. Mais, au cours de ses voyages, il a aussi établi plusieurs cartes très précises de la Terre. Mais bon, il se trompait un peu sur sa forme. Christophe Colomb a fait de nombreuses découvertes qui ont permis de faire avancer la vision de la Terre. Lors de son premier voyage, en 1492, il croit arriver en Asie. Mais en fait, il se trouve aux Caraïbes. C'est quand même pas la même chose, hein. Ensuite, au cours de son troisième voyage, en 1498, Colomb arrive au delta de l'Orénoque. L'Orénoque, qui est un fleuve qui traverse le Venezuela et la Colombie. Arrivé sur place, il remarque qu'un grand cours d'eau se jette dans la mer. Il suppose donc que celui-ci provient de hautes montagnes situées plus loin dans les terres. Et il avait raison. Bien sûr, il se trompait quand même un peu, car on réalisa bien plus tard qu'il avait confondu l'Orénoque avec le Gange, qui est un fleuve en Inde du Nord. D'après ses observations, Christophe Colomb en conclut que la Terre n'est pas tout à fait ronde, mais qu'elle ressemblerait davantage à une poire. En effet, il pense que les montagnes qu'il avait observées formaient une excroissance sur la Terre. Au cours de ses expéditions, il écrit régulièrement des lettres à la reine d'Espagne. Il lui affirme avoir trouvé le paradis terrestre. Peut-être, mais les premiers tours du monde par la navigation datent de la Renaissance, car ce sont les découvertes de Christophe Colomb, notamment celle de l'Amérique, qui marquent la fin du Moyen-Âge. Le premier navigateur est un Portugais, Ferdinand de Magellan. Il part du port de Séville, au sud de l'Espagne, le 10 août 1519. Il traverse ensuite l'océan Atlantique et fait halte au Brésil au mois de décembre. Il arrive ensuite à San Julián en Patagonie. C'est après cela qu'il découvre le célèbre détroit qui aujourd'hui porte son nom, le détroit de Magellan. Il traverse ensuite l'océan Pacifique et arrive aux Philippines en Indonésie. C'est là que lors d'un combat contre des indigènes, Magellan meurt le 27 avril 1521. Ainsi périt dans une bagarre stupide avec une horde de sauvages, le plus grand navigateur de tous les temps. De l'écrivain Stefan Zweig. Eh oui, mais le bateau, appelé la Victoria, termine cependant le voyage. Il traverse les Moluques en Indonésie à la fin de l'année 1521. Il passe ensuite par le cap de Bonne-Espérance et rejoint sans encombre en septembre 1522 le sud de l'Espagne. Il faut maintenant attendre 58 ans avant que Francis Drake mette en place le deuxième tour du monde par bateau.
Ce navigateur anglais part de Plymouth et suit à peu près le même parcours que Magellan. Il longe la côte est de l'Amérique du Sud et passe par le détroit de Magellan. Cependant, lors d'une tempête, il est dévié de son chemin et découvre un autre détroit, appelé aujourd'hui le détroit de Drake. Puis il remonte vers le nord en longeant le littoral. Il fait halte au Pérou et prend la route de San Francisco. Il traverse ensuite le Pacifique, lui aussi passe par les Moluques et retourne en Angleterre. Mais attends Claire, c'est génial! Il y a une super université à Cambridge en Angleterre. Newton y a même travaillé. Allez viens, on monte vers le nord. Je suis à l'université de Cambridge, là où Newton a étudié et enseigné. Lorsqu'il était élève, il a fait de nombreuses découvertes sur la lumière et les couleurs. Malheureusement, en 1665, il se voit obligé de quitter son école car la peste fait des ravages. Après, au fil des années, il fait toutes les découvertes que nous connaissons actuellement. Cependant, un de ses projets reste inachevé, et il concerne le sujet que nous traitons. Newton savait bien que la Terre était ronde, mais il supposait qu'elle était aplatie au pôle. C'est étrange, non? Pas tant que ça. Pour appuyer sa thèse, Newton utilise des phénomènes qui ont déjà été observés par des scientifiques de l'époque. Par exemple, de nombreux chercheurs ont remarqué qu'un pendule ne bat pas à la même vitesse à l'équateur qu'en Europe. Cela s'explique en partie par la différence de pesanteur aux deux endroits, mais également par la force centrifuge. Cependant, cela ne répond qu'à une seule partie du problème. Newton tente de démontrer la suite. Il suppose pour cela que si un point de l'équateur est plus éloigné du centre de la Terre que ne l'est Londres ou Paris, c'est donc que la Terre n'est pas parfaitement ronde, mais qu'elle est un peu aplatie, comme cette clémentine. Donc, d'après lui, la Terre serait plus bossue à l'équateur. Regarde Claire, je te présente le professeur Laimer, qui est ici cartographe et géographe à l'université. Alors, professeur, quelles sont les conditions pour que la théorie de Newton soit acceptée? La théorie de Newton peut être acceptée si elle respecte les lois établies sur la circonférence terrestre. Si on prend en compte les latitudes et les longitudes, la distance à parcourir le long d'un méridien pour que la verticale tourne d'1 degré doit être plus faible à l'équateur. Sur une bosse, la verticale tourne plus vite. Donc, pour affirmer son hypothèse, Newton doit mesurer l'arc d'un méridien d'un des pôles. Bon, après, il faut une mesure de comparaison. Mais ça, c'est facile. Picard a déjà effectué celui entre Paris et Amiens. Comment Newton s'y est pris pour effectuer ces mesures? Newton a demandé à l'Académie des sciences de vérifier son hypothèse. Mais il a fallu attendre sa mort pour organiser 2 expéditions, une au Pérou et l'autre en Laponie. Ok, merci beaucoup. Tu te rends compte, Claire? 2 expéditions. Celle au Pérou a eu lieu en 1735, mais elle a rencontré de grosses difficultés. C'est pourquoi nous nous intéresserons à celle en Laponie. Elle a eu lieu en 1736 et est dirigée par Maupertuis, un grand admirateur de Newton. Elle comprend un mathématicien, Clairaut, 2 explorateurs, Camus et Lemonnier, et un astronome suédois, Anders Celsius, qui servira d'interprète dans les pays du Nord. Maupertuis et ses compagnons partent le 20 avril 1736 de Paris. Ils arrivent début juillet à Tornéa, en Suède. Cette ville du nord de la Baltique correspond exactement à l'extrémité sud de l'arc du méridien à mesurer. C'est donc l'emplacement parfait. Mais bon, dans la région, le relief ne permet pas de faire ce genre de mesures. Il y a des arbres partout. Il faudrait donc trouver 3 points assez hauts pour pouvoir installer les instruments de mesure. On pourrait ainsi reproduire le système de triangulation utilisé par Picard. En installant 3 grands piliers en fer, on pourrait modéliser les sommets d'un triangle et ainsi effectuer les mesures correctement. Claire, explique-nous comment ça marche. Avant toute chose, il faut savoir que les parallèles correspondent aux lignes définies par les longitudes. Les méridiens, eux, correspondent aux lignes définies par les latitudes. Si on prend un triangle et qu'on connaît la longueur d'un des côtés et la mesure des 3 angles, on n'a aucun mal à mesurer les 2 autres côtés.
en plaçant ce même triangle, plus grand, dans la région. On connaît facilement la distance entre deux sommets du triangle, qui correspondent chacun à une extrémité du degré de méridien. En le multipliant par 360, on obtient la circonférence de la Terre. Tout le monde s'attelle à la tâche et en une semaine, la base est mesurée 2 fois. Et entre les deux résultats, il n'y a qu'une différence de 10 cm, ce qui fait donc des mesures très précises. Maupertuis et son équipe n'ont plus qu'à effectuer des calculs. Ceux-ci sont très simples, donc en une semaine, le travail est terminé. Et il se trouve que les résultats correspondent à la théorie. En Laponie, pour tourner d'1 degré, il faut parcourir 57 395 toises. Une toise équivaut à 1,80 m. Picard avait trouvé 57 060 toises en France. Cela montre bien que la Terre est aplatie au pôle. Eh oui, Claire, c'est donc une ellipse. Pas tout à fait, Tiphaine, car la Terre comprend de nombreuses ondulations. Listing l'a qualifiée de géoïde car il trouvait sa forme unique. Mais Claire, tu crois que la Terre paraît vraiment ronde vue d'en haut? On va vérifier ça depuis l'espace. Allez Marcel, démarre le camion. Alexandrie, Fred! Oh non! Lors de son premier voyage, en 1492, il croit arriver en... Mais c'est de ta faute, tu te marres là! Je tiens le fil et il est toujours à la verticale du lieu. C'est ainsi que l'on conclut que quoi? Je ne sais plus. Regarde aussi ce qu'il a utilisé. C'est un cadran solaire? Non! Et c'est quoi? Bon, en fait, c'est à peu près pareil, mais sauf que c'est un petit peu plus primitif. T'as pas dit gnome. Il a utilisé... Oh merde! C'est un gnomon. Bon, c'est comme un cadran solaire. Mais bon, l'histoire n'est pas finie. Allez, viens, on va au Portugal. Allez, mais pourquoi le Portugal? On va à Porto Santo. On va rencontrer Christophe Colomb et Magellan. Le Portugal! Allez, Marcel, démarre le camion. Je sais jusqu'à ce que... Oui, je fais ça jusqu'à ce que... Juste avant le générique. Je vais te montrer. Juste avant le générique, je fais ça. Je vais te montrer. Je suis désolée, j'avais oublié que ça enregistrait. Ératosthène sait que l'obélisque mesure environ 20 mètres. Mince, mais je l'ai retourné à l'envers. Lors de son... Mais arrête! Ératosthène n'a aucun mal à calculer la distance AC, qui représente, elle, la distance de l'ombre. Mais non, ça veut rien dire la distance de l'ombre. Absolument pas. J'avais oublié. Pas tant que ça. Attends, il est à l'envers. Tu te rends compte, Jamie? Non! C'est pas vrai! Mince, j'allais dire prenant. Oh là là, c'est vraiment génial! Et moi, regarde ce que j'ai trouvé! Bah, Ah, qu'est-ce que ça va, c'est que ça? Un cadran solaire? Non, c'est un gnomon! Et ça change quoi? Rien! En fait, pas grand chose. Juste que c'est un petit peu plus primitif. Mais lorsqu'Ératosthène est retourné à l'observatoire après avoir fait toutes ces mesures, il les a vérifiées à l'aide de ce truc-là. Et je sais plus. Ah oui, c'est bon, la filmer. Mais non, filme pas maintenant! Par exemple, le... Non. Mais... Il disait, moi je veux un vin. Il disait, c'est bon, mais pour te demander si toi t'étais prête. Ah, d'accord! Non, c'est bon, non, arrête!